Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour, et aujourd'hui on va parler de Sandman. Non, pas celui-là, aujourd'hui on va parler du vrai Sandman, alors sortez votre meilleur masque à gaz parce qu'aujourd'hui on replonge tous ensemble dans le Golden Age des comics, c'est pour parler de Wesley Dodds, le vrai Sandman. Et oui, avant que le mot Sandman soit monopolisé par le récit de Neil Gaiman, eh bien Sandman c'était un super-héros créé en 1939 par Gardner Fox. 1939 les gens. Alors laissez-moi vous conter l'histoire et les origines de ce super-héros qui combat le crime armé de son pistolet à gaz, on est en 1939, hein, c'est pas bizarre, et de son jeune acolyte mineur, toujours pareil, on est en 1939, ouais si c'est bizarre quand même, c'est un peu bizarre. T'es un mec bizarre toi. Et pour cette vidéo on va faire dans l'ordre chronologique de la vraie vie, donc on va commencer par le Golden Age. Et la chose la plus importante que vous devez savoir sur ce super-héros, c'est que c'est le premier super-héros moderne. Parce que je vous rappelle qu'à cette époque, les héros, c'est au mieux des blagues pour les enfants, au pire de la propagande en fait. Et Sandman, lui, fait bande à part de ces super-héros un peu classiques et un peu haut en couleur, parce qu'il reprend la tradition des comics pulp, qui sont souvent plus matures et destinés à un public un peu plus âgé que ceux qui lisent des comics de super-héros à cette époque. Et donc Sandman, bien sûr, ça reste un super-héros qui combat le crime avec son pistolet à gaz, qui peut endormir ses ennemis ou les obliger à dire la vérité, et il possède un masque à gaz évidemment pour ne pas subir les effets de son propre gaz, hein, c'est logique. Et comme vous pouvez le voir, son univers est bien plus sombre que les autres super-héros. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu comme Batman. Je vous rappelle qu'à cette époque, Batman c'est ça, hein. Alors que lui par exemple c'est le premier super-héros qui se prend des balles, qui n'a pas de pouvoir et qui manque de crever dans une ruelle comme un vieux clodo en fait. C'est aussi le premier super-héros dont la femme est au courant de ses activités, voilà, c'est pas la meuf en détresse qui est extrêmement cliché. Là sa femme, donc Diane Belmont, connaît ses activités et peut même le couvrir auprès des autres et même parfois elle l'aide, donc c'est vraiment loin des clichés de base. Et en plus de ça, ils sont restés ensemble toute leur vie sans être mariés. POV les gens en 1930, comment cela se fait? Couis-je? Qu'entends-je? Comment cela se peut? Oui, effectivement, les gens en 1930, quand t'étais pas marié, c'était très bizarre. Donc t'es un mec Bizarre. Comme c'est bizarre. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un super-héros très moderne, il est vraiment en avance sur son temps, trop en avance même sur son temps, parce que vous allez voir, ça va pas vraiment durer, c'est un super-héros en fait qui aurait pu sortir aujourd'hui, sauf qu'il est sorti en 1939. Mais comme je vous disais, ça va pas durer parce que les éditeurs, ils ont vu ça, ils ont dit, bon allez fini les conneries là, vous me mettez du jaune, vous me mettez un Robin version Wish. Moi je dis allons-y quoi. Donc les éditeurs choisissent de lui mettre un acolyte, Sandy the Golden Boy, et ils lui mettent aussi une équipe parce qu'évidemment ça commence à être l'avènement des équipes de super-héros, et donc il va faire partie de la JSA, de la Justice Society of America, qui était en gros le regroupement des super-héros de DC Comics et du label All Star Comics qui fusionnera plus tard avec DC pour des raisons évidemment monétaires. Et même quand les États-Unis vont rentrer dans la Seconde Guerre mondiale, il va devenir mitrailleur dans l'armée de l'air. Let's go, voilà, et là il est bien standardisé, c'est nickel, c'est redevenu un super-héros classique, rempli de propagande, là on est nickel. Sauf que comme évidemment il a aucun charisme et aucun intérêt hormis son univers sombre et mature, et ben dans l'âge d'argent il va tomber complètement dans l'oubli à cause du Comics Code Authority. Bon, l'âge d'argent, comme toujours, c'est le gros bordel, hein. Les scénaristes ont expliqué pourquoi il portait un nouveau costume dégueulasse. En gros, sa femme elle est morte dans une bagarre et comme il avait son ancien costume au moment de cette bagarre, bah il se sentait plus trop de le remettre, du coup il en a fait un nouveau qui était dégueulasse, voilà, enfin ça n'a aucun sens. Mais comme je vous ai dit, le Silver Age va vraiment être le creux de ce super héros et il va complètement disparaître, il fera quelques apparitions dans la JSA, mais c'est vraiment au Modern Age qu'il va rebondir. Bon, évidemment, avec le récit de Sandman de Neil Gaiman, son origine a été un peu modifiée et il a récupéré son costume, donc c'est vraiment cool. Donc maintenant, officiellement, depuis toujours, Wesley Dodds a une connexion très forte avec le royaume des rêves. Vous la sentez venir, la douille, vous la sentez venir. Et donc, au moment où Dream, donc le seigneur des rêves, va être enfermé sur Terre, une partie de ses pouvoirs vont être dispersés dans la nature et Wesley va en absorber une partie, ce qui permettra d'expliquer ses nombreux rêves prémonitoires. Voilà, donc il est passé de je gaze les gens dans la rue à je vois le futur, franchement, pas mal comme évolution. Non, en vrai, j'en rajoute un max parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus subtil, c'est Neil Gaiman qui l'a écrit quand même, faut pas déconner. Donc en fait, quand il s'endort, il va rêver de tous les crimes qui sont en train de se passer, donc évidemment, il peut pas dormir en voyant que des horreurs la nuit, et du coup, il va devenir un justicier pour faire cesser ses crimes. Voilà, c'est un petit peu plus stylé que ce que je suis en train de vous dire. Et il aura même le droit à une mini-série Sandman Mystery Theaters de 70 numéros, donc c'est vraiment pas rien. Il devra d'abord faire face par exemple à la Tarentule, qui est un tueur en série qui va
qui tue des gens en série, du coup, c'est pas cool de faire ça, faites pas ça. Et d'ailleurs, pour la petite info, l'arc narratif, la Tarentule, The Vamp et le Scorpion sont dispo en VF, voilà, donc absolument incroyable, dans l'édition Le Téméraire qui date de 97, et cette série est vraiment dans l'esprit pur du Vertigo, c'est vraiment des enquêtes très sombres sous fond de tensions politiques et sociales, que du bonheur finalement. Mais comme évidemment ça reste un petit peu le super-héros de la loose, on va quand même parler d'un arc narratif important, son décès. Et donc en fait à la suite de la mort de sa femme, enfin de la deuxième mort de sa femme du coup, il va être traqué par Mordru, un seigneur du chaos, donc évidemment vous voyez Dr Fate, seigneur de l'ordre, et ben on a Mordru, seigneur du chaos, voilà, qui voulait empêcher l'arrivée sur Terre du nouveau Dr Fate justement. Sauf que Sandman lui savait où le Dr Fate allait renaître, alors il a dit à Cyril Sanders, qui est le cousin de Hawk Girl, qui a finalement pu fuir en avion pour aller donner l'info à la GSI, la Justice Society of America, pendant que Sandman détournait l'attention héroïquement du terrible Morlun au sommet d'une montagne, dans un tête-à-tête épique qui lui coûtera finalement l'ultime sacrifice, troquant sa vie contre un dernier espoir de préserver la paix mondiale. Il est parti comme il a vécu, en héros. Bon après il sera ressuscité par Batman avec un anneau de Black Lantern, voilà, tout ça pour ça effectivement c'est nul. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le véritable Sandman vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu, et à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et j'espère évidemment vous revoir très vite sur la chaîne, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?